En tout premier lieu, je dois d'abord vous remercier de m'avoir invité à faire cette présentation et dire que ce que je vais présenter ici n'est pas mon travail seul, c'est un rapport que nous avons fait dans le cadre du comité d'éthique du CNRS et qui portait justement sur cette question un peu délicate, comment les scientifiques peuvent apparaître dans l'espace public à l'heure où nous avons des diffusions de nouvelles qui sont, je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont erronées, hein, nous allons voir tout à l'heure, mais en tout cas, elles sont très éloignées des conclusions des scientifiques. Comment les scientifiques peuvent intervenir? Question délicate parce que nous sommes dans un monde où les postures d'autorité sont extrêmement mal reçues. Alors pour introduire cela, et au risque peut-être de déplaire, je vais citer le discours d'Édouard Philippe, dont vous vous souvenez qu'il est Premier ministre de la République. Ce discours a eu lieu la semaine dernière. Exactement, le vendredi 1er février, au CNRS, à la Mutualité, plus exactement, dans une réunion organisée par le CNRS, où il a fait une très grande présentation pour annoncer ce qu'allait être sa politique en matière de science. Alors, la raison pour laquelle je crois intéressant de commencer par cette discussion d'Édouard Philippe, parce que c'était un discours extrêmement cultivé, et le Premier ministre a d'abord fait référence au livre très connu de Weber sur le savant et le politique. Donc nous avions un politique chez les savants qui justement montrait l'opposition entre le savant et le politique, et il a annoncé, rappelé avec malice que Weber nous dit que la vocation scientifique, c'est la recherche de la vérité. Je crois que c'est essentiel, et dans la posture du scientifique, bien sûr, l'une des difficultés, c'est que nous cherchons la vérité. Et deuxièmement, bon, et là je le reprends parce que je trouve que c'était intéressant, il a dit la vocation de la science est inconditionnellement la vérité. Le métier du politique ne tolère pas toujours qu'on la dise. Alors je n'insisterai pas là-dessus, mais en tout cas il a bien montré qu'il y avait une distance entre les deux. Il a bien parlé de la difficulté du politique à réaliser ce qu'il avait promis, mais en même temps il a évoqué la difficulté du scientifique à trouver la vérité. La vérité n'est pas chose facile, donc ni pour le politique, nous le savons, ni pour le scientifique non plus. Et je crois qu'il est important d'insister sur le fait que le doute est au cœur de la vocation scientifique. La défiance dans l'évidence donnée par les sciences se trouve à l'origine de l'enquête scientifique. C'est parce que les scientifiques n'ont pas confiance qu'ils font de la recherche. Et c'est cette défiance qui va être notre moteur. Mais cette défiance, bien sûr, elle est double. C'est d'abord une défiance individuelle qui fait que il arrive qu'on se lève la nuit. Alors, pour parler de ça, j'évoque un petit texte que j'aime beaucoup de Paul Valéry, Monsieur Test, peut-être vous vous en souvenez, et à un moment donné, il dit, alors je vais vous lire peut-être toute la phrase, je n'ai pris que les moments les plus importants ici. Il dit, la première hypothèse de toute science, l'idée nécessaire de tout savant, c'est que le monde est mal connu. Oui. Or, on pense souvent le contraire. Il y a des instants où tout paraît clair, où tout est plein, tout sans problème. Dans ces instants, il n'y a plus de science. Ou, si vous voulez, la science est accomplie. Mais à d'autres heures, rien n'est évident. Il n'y a que lacunes, actes de foi, incertitude. On ne voit que des lambeaux et d'irréductibles objets de toutes parts. Donc, comme le dit ici si bien Paul Valéry, il y a, je le répète, à l'origine de toute recherche, le doute, l'inquiétude, la volonté de reculer les frontières de l'inhérence pour accroître notre confiance. Si l'on pensait effectivement que tout était connu, que l'on pouvait se fier à ce que l'on savait déjà, il n'y aurait pas lieu de faire de la recherche. Mais, dans le même temps, où la science s'attache par la précision de ses méthodes, par l'acharnement avec lequel elle traque les sources d'erreurs et d'approximations, par l'accumulation d'observations, de tests, d'expériences, la même science suscite aujourd'hui une défiance dans la société. Et cette défiance n'est pas du même ordre
que la défiance des scientifiques envers eux-mêmes. C'est une défiance qui est dommageable à la vérité, en ce sens qu'elle conduit non pas à plus de science, plus de connaissances, mais à un détournement de la science. Alors, je crois qu'il est intéressant ici de se demander d'où vient cette défiance de la société vis-à-vis des sciences. Alors j'ai 3 points, je crois, qui me semblent importants. On va voir que certains de ces points sont déjà abordés, et puis un point qui est celui qui nous réunit aujourd'hui ici. Alors le premier point, c'est qu'il y a des inconduites qui conduisent certains chercheurs à se discréditer dans leur travail, et bien sûr, ça jette l'opprobre sur l'ensemble de la démarche scientifique. Nous allons revenir sur ce point, parce que je crois qu'on peut essayer, et c'est ce qu'on essaye de faire, entre autres dans le COMETS, mais pas uniquement, de régler ce problème. Le deuxième, c'est que les applications des résultats des sciences, pour une part, peuvent être néfastes pour l'homme, et ça peut, là encore, conduire à jeter le discrédit sur la science en général. Et puis la troisième, c'est que la controverse, le débat, qui est, comme on l'a dit, est essentiel au domaine scientifique, tout d'un coup, du fait de l'ouverture de l'information à tous, du fait de l'hyperdémocratisation, devient commun. Et tout le monde devient une espèce de scientifique en puissance qui peut se mettre à douter des évidences que la science essaye de construire peu à peu. Et c'est bien sûr ce troisième point qui va plus nous importer ici. Alors je vais reprendre les différents points. Premier point, donc, les pratiques de certains scientifiques conduisent à semer le doute sur les sciences et à saper le crédit et donc la confiance de la population dans les sciences. Or là-dessus, nous pouvons agir. C'est ce que certains comités d'éthique des sciences essayent de faire. Nous avons essayé de le faire dans le cadre du COMETS, même si ce n'est pas notre seule vocation. Mais il y a aussi l'Office français d'intégrité scientifique, dont c'est la vocation d'essayer de réguler ces mauvaises conduites scientifiques, en particulier les fraudes, la falsification, la fabrication de données, etc. Le deuxième point, c'est-à-dire les applications des résultats des sciences qui sont néfastes pour l'homme, fait aussi l'objet de réflexions, comme celles que nous conduisons, entre autres, soit dans le comité d'éthique dont je parle, le COMETS, ou le comité d'éthique de l'INSERM, ou le CCNE, le comité consultatif national d'éthique. Mais bien sûr, ces réflexions entre scientifiques dans des comités doivent s'accompagner aussi de débats avec le public qui soit éclairé par les scientifiques. Et des institutions comme celle-ci, la Cité des sciences et de l'industrie, je crois, peuvent contribuer à cette façon d'éclairer la population. Il s'agit de redonner confiance et goût du public dans les sciences et de montrer que si l'évolution technologique peut avoir parfois des effets néfastes, seule la science permettra de trouver des recours à ces difficultés. De ce point de vue, je crois que la démarche qui a été encadrée, entre autres, entamée entre autres dans la révision des lois de bioéthique, vous vous souvenez, en 2018, je crois, semblait exemplaire. Et toujours dans le discours qu'a prononcé le Premier ministre la semaine dernière, il a enjoint les scientifiques à rejoindre le grand débat national mis en place par le président de la République. Je crois effectivement que c'est de notre devoir. Mais en revanche, sur le troisième point, à savoir sur la question des controverses et de la démocratisation, entre guillemets, de ces controverses scientifiques, nous nous trouvons, je crois, dans une situation plus délicate du fait de la diffusion de ce que les Américains appellent les fake news, terme qu'on traduit parfois en français par infox, ou encore par information alternative, et qui sont introduites par les tenants de différentes causes. Ça peut être des causes politiques, ça peut être des ambitions économiques, des intérêts matériels qu'on essaie de défendre, ça peut être des causes religieuses ou des causes militantes de tous ordres. Et ces informations viennent obscurcir les débats et jeter le discrédit sur un certain nombre de conclusions scientifiques en instrumentalisant le doute qui existe à l'intérieur de la communauté scientifique pour expliquer que ce doute lui-même légitime d'autres formes de doute qui, eux, n'ont pas de justification. Alors, on pourrait se dire que
cette diffusion de nouvelles erronées, cette mise en cause de l'autorité scientifique a toujours existé. Mais ce que je crois, c'est qu'elle s'accroît aujourd'hui sur la toile, avec tout un tas de logiques économiques sous-jacentes. Et la grande difficulté que nous avons aujourd'hui en tant que scientifiques, et c'est ce que je vais essayer de montrer, c'est que ça nous prend un peu à revers et d'une certaine façon en otage. C'est ce que je vais essayer d'expliquer ici. Alors, insistons d'abord. Donc, les controverses scientifiques existent depuis toujours. Elles sont, je l'ai dit, l'essence de la démarche scientifique qui, comme on l'a dit, est collective, conflictuelle. Mais ce conflit a des règles. Les différends se règlent non pas par la force physique, mais par l'argumentation. Et cette argumentation scientifique repose non pas sur la plausibilité d'un certain nombre d'arguments. Je rappelle que plausibilité vient d'applaudir, c'est-à-dire sur la popularité des arguments. Mais ça repose sur des preuves et des faits. Ainsi, du fait qu'il y a possibilité de confrontation des arguments et des preuves, les controverses scientifiques sont généralement amenées à se régler, du moins provisoirement, jusqu'à ce que de nouveaux arguments ou de nouveaux faits viennent mettre en cause les données requises. À cet égard, on peut rappeler l'histoire des sciences. La Terre est le centre du monde, le système ptolémaïque, Copernic, qui nous dit non, c'est le Soleil. Et puis ensuite, les expérimentations de Tycho Brahe, et puis les hypothèses de Kepler, et puis ensuite la lunette de Galilée, qui permet de préciser les choses, et puis ensuite la précession de Mercure, etc. Donc vous voyez que tout ça, c'est une histoire qui est l'histoire des sciences, histoire faite de conflits, mais d'oppositions qui ensuite vont se régler. Alors ces véritables controverses qui font avancer les sciences s'opposent à de fausses controverses qui sont lancées par des militants et qui n'ouvrent pas au doute parce que ces militants eux-mêmes ont des certitudes. Ils ont une confiance absolue dans leur théorie. Donc on peut dire que le scientifique, dans ce contexte-là, est pris en otage. Pourquoi il est pris en otage? Parce que d'un côté, il défend l'ouverture à toute discussion, à tout débat, à toute controverse, et en même temps, il est sommé de répondre à des arguments qui eux-mêmes ne s'ouvrent pas à la controverse. Alors, on pourrait donner un certain nombre d'éléments, ici, d'exemples. Je ne vais pas insister là-dessus, vous les connaissez. Le climat, les vaccins, où on explique que ça ne sert visiblement qu'à enrichir les laboratoires pharmaceutiques, ou cette chose tout à fait étonnante, des nouvelles, il y a 2 semaines, je crois, qui nous explique que Jeanne Calment, en réalité, n'a jamais eu 122 ans, mais que c'est sa sœur, pour récupérer l'héritage, non, sa fille, pardon, pour récupérer l'héritage, qui s'est substituée à la mère. Et qu'il est très difficile, en tant que scientifique, bien sûr, de répondre à tout cela. Alors il est difficile parce que il est sommé, donc, comme je l'ai dit, de douter, de prendre en compte ces hypothèses, et en même temps, la masse des informations qui arrivent sur le web fait qu'il n'aurait pas le temps. S'il devait répondre systématiquement à toutes ces fausses hypothèses, il ne pourrait plus travailler lui-même. Et donc, on a un problème technique. Alors, dans le cas du COMES, donc j'ai dit, et je n'aurai pas le temps de le commenter en détail, mais donc nous avons rédigé un rapport sur la posture des scientifiques à l'heure de la post-vérité. Et disons, pour résumer, il y a une formule qui a été retenue par un certain nombre de gens, qui est bien sûr très simple, mais nous distinguions entre, alors je ne sais pas si c'est tout à fait pertinent, mais en tout cas ça a été repris, entre le bon doute et le mauvais doute. D'une certaine façon, entre un doute qui est positif pour l'avancée de la science et un mauvais doute qui conduit au scepticisme et qui ne repose sur rien du tout, et au fond, qui n'est pas un vrai doute, puisque c'est un faux doute qui repose sur une affirmation sans aucune espèce de preuve. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, je ne vais pas vous lire tout le rapport, bien sûr, mais je crois que les éléments de conclusion, c'est de dire, d'abord, il faut éduquer, toujours éduquer, et c'est essentiel. Et cette éducation, il me semble qu'il faudrait qu'elle soit à la fois précoce et qu'elle fasse appel à l'histoire des sciences, l'histoire des controverses. Je crois qu'elle est très importante pour comprendre exactement le fait que la vérité, comme le dit Paul Valéry,
n'est pas quelque chose de terminé, c'est pas quelque chose de fini, hein, c'est quelque chose qui est en évolution, mais en même temps, cette évolution de la vérité, eh ben, elle se fait à coup de transpiration, de nuits blanches, hein, et de discussions et de débats. Première chose. Deuxième chose, je crois qu'il faut aussi former les médiateurs, les journalistes. Il y en a bien sûr qui sont des scientifiques, mais il y en a d'autres peut-être à qui il faut expliquer ce qu'est la démarche scientifique, et les politiques. Et justement, des instituts comme l'IHEST, par exemple, me semblent extrêmement importants. Troisième point, il nous semblait que les sciences participatives pouvaient aider à faire comprendre la nature de la démarche scientifique, et que de ce point de vue-là, c'était quelque chose de très très positif. Et à cet égard, je crois qu'il est important de parler du fact-checking. Vous savez qu'un certain nombre de gens vous disent, eh bien, il suffit, hein, lorsque des informations sont erronées, de déceler cela, éventuellement d'avoir des machines qui permettent de le déceler, et ensuite de convaincre, parce que nous savons qu'une information est fausse, hein, que, bien sûr, cette information n'est pas fondée. Alors, premier point, le nombre d'informations erronées est tel qu'il est extrêmement difficile de le faire manuellement, voire impossible. Deuxièmement, automatiquement, c'est très difficile. Troisièmement, tout montre que c'est quelque chose qui est inefficace. Parce qu'une fois qu'une fausse nouvelle est disséminée, son effet prédateur subsiste. Et donc, il faut essayer de s'attaquer à la racine du mal. Et c'est pour ça, je crois que il y a un certain nombre de débats. Il y a eu un rapport de la division Connect, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui explique que l'une des solutions, c'est simplement de faire du fact-checking. L'une des solutions, mais enfin, c'est quand même celle qui est principalement notée. Et je crois qu'il faut bien mettre l'accent sur le modèle économique des grands acteurs de l'Internet, qui est en grande partie responsable de cette diffusion massive de nouvelles erronées. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, mais je crois que c'est extrêmement important. Alors maintenant, je voudrais m'attaquer à quelque chose de plus profond. Se demander, mais pourquoi, aujourd'hui, ce fact-checking est aussi important? Alors pour ça, je voudrais reprendre des travaux que j'ai conduits il y a une dizaine d'années, dans un livre que j'ai fait paraître, et qui essayait d'analyser la notion d'information. J'avais introduit deux concepts. Un concept qui est le concept de surveillance, que je vais rappeler ici, et un autre concept qui est le catopticon. Alors je vais essayer de vous expliquer cela. Tout cela part de la logique de Wikileaks. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Julian Assange qui est ici. C'est que quelqu'un de tout à fait flamboyant, qui a commencé sa carrière en tant que hacker blanc. Il voulait protéger les citoyens contre le regard du gouvernement. Et pour ça, il a essayé de faciliter l'utilisation de la cryptographie. Peut-être ne vous en souvenez-vous pas, en tout cas les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais la cryptographie a été interdite en France, par exemple, jusqu'en 1998, parce que il fallait que ce qui était transmis soit su de tous. Alors, le fondement de sa théorie, c'était l'asymétrie d'information. C'est l'idée qu'il y a une information qui va du pouvoir vers les petits, et donc il faut défendre les petits du regard des autorités, et en même temps permettre aux petits de donner de l'information. Et ce qu'il disait, c'est que les régimes autoritaires utilisaient massivement cette dissymétrie de l'information. Et donc, qu'est-ce qu'il essaye de promouvoir? C'est une symétrisation de l'information, en expliquant que tout le monde doit pouvoir prendre de l'information et la diffuser. Alors c'est ce que j'appelle la surveillance. Le terme a été introduit par un technologue américain qui a pris la surveillance, étymologiquement celui qui regarde est au-dessus, il a inversé et il a dit, eh bien, on peut avoir aujourd'hui celui qui regarde est au-dessous. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui où, avec un téléphone portable, n'importe qui est capable de prendre de l'information et de la diffuser. Je crois que c'est essentiel parce que c'est ça la transformation du monde aujourd'hui, ce qui fait qu'effectivement, nous ne sommes pas dans la même situation que celle où nous étions il y a un certain nombre d'années, 50, 60, 100 ans, où nous avions des nouvelles erronées, mais elles étaient d'un ordre différent. Les régimes totalitaires étaient d'un ordre différent puisqu'ils abusaient de leur situation d'autorité, or que là, nous avons un contexte totalement différent. Alors je vais résumer très rapidement. Donc la surveillance, celui qui veille est au-dessus. On peut donner comme exemple d'institutions qui utilisent la surveillance, les prisons, les hôpitaux, les écoles. L'idée, c'est que les autorités veulent que les citoyens obéissent à la loi qu'ils ont éventuellement définie. Et vous avez une architecture de surveillance qui est tout à fait essentielle, puisqu'elle est emblématique de ce que va être la logique des systèmes, des états de droit, qui est le panopticon.
de Jérémy Bentham, qui a été, entre autres d'ailleurs, réanalysé par Foucault. Mais je crois que ce qui est important, c'est de voir que cette institution, c'est plutôt cette architecture, est destinée à toutes les institutions du monde moderne, qui sont effectivement prisons, écoles, usines, asiles, etc. Alors, voilà ici une image du panopticon. Alors la surveillance, celui qui veille est au-dessous. Un exemple, donc j'ai dit, vous avez, on le voit tous les jours, des manifestations, et bien sûr, avec un téléphone portable, tout d'un coup, on prend un policier en train de s'attaquer à un manifestant, et ça peut renverser totalement un régime, changer une politique. Alors, bien sûr, la logique change tout à fait, parce que l'information n'est pas utilisée dans le même but. Pour résumer ça, on peut dire que le monde de surveillance, c'est le monde du bâton. Et le monde de la surveillance, c'est un peu le monde de la carotte. C'est-à-dire que cette information, au départ, elle est utilisée par les grandes compagnies, par les États, par les politiciens, pour essayer de savoir qui sont les gens, de les profiler, et pour connaître leurs désirs, et pour simuler ces désirs. Et à partir de ça, donc, j'ai conçu une architecture que j'appelle le catopticon, parce que la catoptrique, c'est la science des miroirs. Il y a symétrie d'information, il n'y a plus de garde à l'intérieur de la tour centrale, il n'y a plus de dissymétrie, et on garnit cette tour de miroirs, et tout le monde regarde tout le monde. Alors bien sûr, ça pose beaucoup de questions, parce que si tout le monde regarde tout le monde, personne ne voit personne. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, il se produit que la logique de surveillance était la vue donne le pouvoir, et en même temps, le fait d'avoir de pouvoir vous permettait de voir et de diffuser l'information. Et la logique de surveillance, comme vous êtes noyé dans l'information, qu'est-ce qu'il faut? C'est être vu, se mettre en valeur. Alors, bien sûr, c'est très difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que si vous avez 50 amis sur Facebook, et encore, mais si vous avez 500, 5000 amis, voire 5 millions d'amis, vous ne voyez personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, en réalité, dans ce catopticon, vous avez le monde entier, potentiellement, mais il y a des individus, des entités qui sont plus puissantes que les autres. Ce sont quoi? Ce sont les systèmes de traitement de l'information. Ce que j'appelle les organismes informationnels qui gèrent l'information et qui vont être des intermédiaires obligés. Alors en français, j'ai pris un mot valise, en réalité en anglais c'était Informational Organism, Inforg, et en français ça donne ORIN. Alors ORIN, entre parenthèses, j'aime beaucoup le mot, parce que en termes de marine, c'est un cordage qui relie la bouée et l'encre de fond. Et donc ces ORIN sont tout à fait centraux dans le monde contemporain, et ce sont effectivement ces réseaux sociaux, ces moteurs de recherche, par l'intermédiaire desquels nous devons passer pour accéder aux autres. Et bien sûr, les propriétaires de ces ORIN vont avoir un pouvoir tout à fait considérable. Et ce sont effectivement ces questions politiques, je crois, qu'il est important de poser. Alors, pour conclure, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je voudrais rappeler le titre. J'ai dit difficile vérité, à l'heure de la post-vérité. C'est une référence implicite à Lévinas, à la difficile liberté et à notre responsabilité devant l'autre, devant tous les autres. Et cette responsabilité, je crois que les scientifiques doivent l'assumer aujourd'hui. Et bien sûr, dans son monde d'hyperdémocratie, dit de post-vérité, où toutes les assertions se valent, les scientifiques doivent essayer d'intervenir dans l'espace public. C'est très difficile parce que, bien sûr, toute autorité est mise en cause et en même temps, il est de notre devoir de faire savoir, de porter à la connaissance du grand nombre un certain nombre de faits et de résultats. Et c'est cette voie étroite, difficile à tenir, sur laquelle j'espère que nous saurons nous engager pour prendre notre responsabilité. Merci. Merci, Jean-Gabriel Ganassia. On va passer maintenant au résultat d'une recherche menée sur l'épidémie d'Ebola lors de la crise de 2014 et 2015 par Laetitia Atlani-Duhaut, une anthropologue, directrice de recherche à l'IRD et directrice du Collège d'études mondiales de la FMSH, et Arnaud Mercier, qui est prof en information et communication à Paris 2, directeur des études de l'IFP, l'Institut français de presse, et qui est par ailleurs président honoraire de l'association The Conversation France. Je me tenais à le dire. C'est Arnaud qui va présenter la recherche, et Laetitia Atlani-Duhaut viendra ensuite le rejoindre pour la séance des questions. Arnaud. Merci.
Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, Laetitia a préféré s'en remettre à moi pour que je présente notre travail commun. Donc, Ebola 2014, des rumeurs au laboratoire de fabrication des fake news. L'idée de base, si vous voulez, c'était que, en effet, dans les épidémies dont Laetitia est une grande spécialiste en tant qu'anthropologue des questions de santé, on trouve évidemment beaucoup de rumeurs. Hein. Il y a énormément de fausses informations qui circulent à l'occasion des épidémies et elles se sont multipliées d'autant plus facilement qu'il y a effectivement les réseaux sociaux numériques. Plusieurs des intervenants ont déjà insisté là-dessus, mais il est évident que les choses changent dès lors qu'il y a cette possibilité de disséminer la parole très facilement et qu'il y a une démocratisation de l'accès à la parole publique à travers les réseaux sociaux. Donc on a trouvé énormément de rumeurs, hein, sur la question d'Ebola. Ça ne fait pas exception à la règle. La rumeur qu'on peut définir comme une nouvelle provenant de sources incontrôlées qui se répand dans le public et qui est généralement fantaisiste, hein. Et donc dans nos corpus issus de Facebook, de Twitter, des commentaires en bas des articles également, comme on l'avait fait dans le cadre d'une autre étude qu'on avait fait ensemble sur H1N1, eh bien on retrouve plein de choses, survenue d'un nouveau cas, alors qui en fait est non avéré, doute jeté sur l'Occident, hein, là aussi ça avait été évoqué tout à l'heure par Jean-Pierre, voilà, les Africains ont tendance à croire tout ce qu'on leur dit, on nous embarque et personne n'a le droit de douter, mais regardez pourtant les informations qui viennent de l'Occident. On va trouver des exemples de rumeurs sur des personnalités publiques, hein, là c'est un acteur ghanéen en l'occurrence. On va bien sûr trouver des rumeurs complotistes, ici le complot exterminateur des Illuminati et de l'industrie pharmaceutique. Hein, c'est donc un crime commercial et humanitaire basé sur une fraude scientifique visant à réduire la population noire, qui est dénoncée dans le document ci-dessous. Hein, donc là, on y va, hein, on enfonce le clou. Et on a même, bien sûr, ces questions de zombies. Et là, justement, ça nous fait la transition avec la question des fake news, sur laquelle nous allons développer plus le propos ici. On a une rumeur locale correspondant à des représentations culturelles spécifiques qu'a étudié justement Jean-Pierre Dauzon, notamment dans son dernier livre, avec cette idée qu'un journal libérien fait état d'une information dans une région du Libéria, comme quoi 2 femmes ont ressuscité après avoir été déclarées mortes suite à Ebola, et que donc elles sont là comme des zombies, enfin, etc. Donc il y a quelque chose, mais qui relève d'une explication anthropologique que Jean-Pierre ferait 10 fois mieux que moi. Je n'insiste pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va être fait de ce premier récit. Et ce premier récit donne lieu à un second récit. Et ce second récit, c'est le fait que cet article libérien, d'abord, a très bien circulé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont dit « Tiens, il s'est passé quelque chose là-bas ». Et à partir de là, ils ont su, aux États-Unis, qu'il y avait cette rumeur de ressuscité et de zombies. Du coup, il y a eu un deuxième article paru sur 2 sites trash américains, Hustler et Celebrity. Donc c'est des sites entre trash et parodie, hein, et qui vont faire état d'une 3e victime libérienne d'Ebola, etc., qui aurait ressuscité. Mais à la différence du précédent, cette fois-ci, il y a une photo avec une légende. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a pris des images vérifiées d'un homme que les scientifiques ont vu mourir d'Ebola. Hein, donc là, on fait un truc un peu teasing. Et vous voyez, c'est l'Afrique qui confirme, hein, l'Afrique, hein, rien que ça. Et évidemment, ce site-là le fait pour tout à fait autre chose. Il n'y a pas de code culturel et autres, il y a surtout du fric. Parce que, évidemment, l'enjeu ici, c'est de faire du clic, parce qu'ils vont générer du trafic et après gagner de l'argent avec tout ça. Et effectivement, ça marche, hein, parce que vous voyez, alors là, on ne peut pas avoir accès aux stats de succès de Facebook a posteriori, on peut les avoir pour Twitter. Tout d'un coup, il y a explosion du partage de ce type d'informations, et évidemment, ça amène les gens sur le site, et sur le site, il y a de la publicité, et la publicité, évidemment, elle est liée à l'audience, donc plus il y a d'audience, plus on va gagner de l'argent. Donc il y a une réexploitation
fabrication d'une rumeur sous forme de fabrication, cette fois-ci, d'une fake news, puisque en plus, la photo que je vous ai montrée est extrait d'un film de zombies. Hein, donc évidemment, on réexploite un truc d'Hollywood dans un cadre complètement différent. Du coup, ça m'amène à la question effectivement des fake news. Les fake news, si on veut essayer de rester rigoureux sur le choix du terme et ne pas rentrer dans la polémique de fait de savoir qu'est-ce qu'une fake news à partir du moment où Donald Trump appelle tout fake news, le New York Times c'est des fake news, donc il ne faudrait plus utiliser le terme. Prenons-le un peu au sérieux. Et l'idée, d'abord, c'est que les anglophones ont utilisé fake et pas false. Donc c'est pas tout à fait fausse nouvelle si on veut être on veut garder la traduction française. La nuance entre face et fake, puisque évidemment il y a des points communs, c'est que fake, il y a quand même l'idée que c'est simulé fin et que c'est forgé pour tromper. Et c'est ça la vraie nuance entre false et fake. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, j'accepte la proposition de la terminologie de la langue française qui dit « appelons ça un fox », mais que je récuse toute personne qui dit « au nom de la défense de la langue française, il faut appeler ça fausse information ». Et après, ça tombe, ça a été dit là aussi, sur certains qui relativisent, c'était Michel qui disait ça au début, certains relativisent, oh, bah, après tout, il y en a toujours eu, etc. Je pense que là, c'est une grave erreur que de vouloir relativiser au point d'essayer de faire croire que la question des fake news n'a pas des enjeux politiques, sociologiques et technologiques qui seraient différents d'habitude. Bien sûr, des tentatives de manipulation, il y en a toujours eu, mais ça ne veut pas dire qu'il faut nier les spécificités historiques du moment. Alors, du coup, l'analyse de la conversation sociale sur Ebola aux États-Unis révèle que des rumeurs, voilà, Ebola, le vaccin Ebola ne fonctionne que sur les personnes blanches, sont mélangées à vraiment ce qu'on peut appeler des fake news, c'est-à-dire des choses qui ont été forgées dans une intention bien particulière pour tromper, en prenant en plus la forme d'articles journalistiques, et j'attire toujours l'attention là-dessus, c'est quand même l'hommage du vice à la vertu. Hein. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui fabriquent des fake news vous disent « méfiez-vous des médias, ils vous mentent, ils vous racontent n'importe quoi, etc. » Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils imitent le style journalistique pour mieux faire passer leur truc. C'est quand même l'hommage du vice à la vertu, parce qu'ils voient bien quelque part que pour avoir l'air un peu plus crédible, il vaut mieux quand même imiter le style journalistique. Et donc là, on en a des chercheurs, on identifié un certain nombre aux États-Unis, et on va s'intéresser aux deux premières. Ebola peut être transmissible par l'air, et des terroristes pourraient contacter Ebola pour devenir des bombes humaines, en quelque sorte. Et en cherchant justement les fake news aux États-Unis, on est tombé sur quelque chose qu'on ne s'attendait pas à avoir, c'est-à-dire on est tombé sur quelque chose qui ressemble furieusement à un laboratoire où s'expérimentait visiblement 2 ans à l'avance la campagne de Donald Trump et de l'alt-right américaine. Et c'est ça que je voudrais vous présenter maintenant. Quand on regarde les premières fausses informations qui ont circulé aux États-Unis dès août 2014 et durant donc tout l'automne 2014, on est frappé en effet, surtout si on connaît bien l'écosystème des fake news américaines, ce que j'ai étudié par ailleurs, bah, effectivement qu'il y a des troublantes ressemblances. Hein, et qu'on va voir comment Ebola et les peurs que l'épidémie génère sont instrumentalisées à des fins politiciennes et pour fabriquer des fake news biosécuritaires, selon la terminologie qu'aime bien utiliser Laetitia, parce qu'effectivement, il y a cette idée que tout ce qui se passe aux frontières est une menace potentielle par rapport à la sécurité de l'intérieur du territoire. Et donc, effectivement, il faut mettre l'accent là-dessus pour affaiblir Barack Obama, évidemment dénoncer sa mauvaise gestion, pour imposer un agenda sécuritaire de protection aux frontières. Donc on va avoir par exemple un site de l'alt-right, hein, donc c'est ce terme qui désigne les différentes mouvances de l'extrême droite américaine. C'est pas un terme parfaitement canonique, on va dire, puisque justement il est là pour compiler un peu différentes réalités, différentes nuances idéologiques, on va dire, mais qui ont des points communs quand même. Donc Mail Online, voilà, est-ce que les terroristes pourraient devenir des bombes humaines donc ils sont en train d'imaginer que des terroristes de Daesh se feraient inoculer le virus d'Ebola et rentreraient après volontairement malades aux États-Unis pour semer la mort à travers le fait qu'ils deviennent porteurs d'Ebola. Et dans cet article, il y a aussi la reprise d'une vidéo faite par Project Veritas
qui est la même chose, qui est alors des simulations. Voilà, alors il y a un type qui se grime en noir et qui monte sur un bateau et qui traverse le lac entre la frontière canadienne. Regardez, voyez, je suis arrivé, je suis même masqué en noir, personne ne m'a empêché de venir. C'est vous dire si quelqu'un de Daesh et qui serait malade peut débarquer aux États-Unis. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de mise en scène grossière. Et partout, c'est border insecurity, do you think our border is secure? Voilà, donc c'est l'obsession, la frontière, la frontière, la frontière. Et Project Veritas, c'est le bras armé des pro-Trump dans leur guerre contre les médias, comme le dit le Figaro de 2017, puisque c'est par exemple eux qui se sont fait prendre la main dans le sac en montant une opération d'intoxication du Washington Post. Ils ont, une de leurs militantes s'est fait passer pour quelqu'un qui avait des révélations à faire sur tel, et en espérant que le Washington Post les publierait pour après ridiculiser le Washington Post en disant, vous voyez, ils publient n'importe quoi, on est venu leur faire un témoignage grossier, ils n'ont même pas vérifié et ils ont publié le scoop, etc. Bon. Piège dans lequel n'est pas tombé le Washington Post. Et au contraire, le Washington Post a fait un papier sur la dénonciation de cette tentative de manipulation des ennemis de Donald Trump, puisque le Washington Post, comme le New York Times, ne fait pas mystère du fait qu'il prétend rétablir des vérités contre les mensonges de Donald Trump. Alors, Breitbart, donc dirigé par Steve Bannon, dont tout le monde a entendu parler au moins une fois, eh bien, Breitbart est également hyper actif dans cette question d'Ebola à cette période-là. Rôle omniprésent pour fixer l'agenda sécuritaire. Ebola est associé à la question des frontières dans des dizaines d'articles, donc on n'est pas dans 2 ou 3 articles pendant cette période-là. Et ce qui m'intéresse le plus, regardez ce que j'ai entouré en rouge en bas, Border, c'est-à-dire que le tag qui permet de retrouver les autres articles sur le même sujet, le premier tag, c'est frontières. C'est-à-dire que sur Ebola, on aurait pu s'attendre à ce que ça soit santé, épidémie, enfin, vous voyez, des choses auxquelles on serait attendu. Non, non, le mot-clé qui désigne les articles sur Ebola, c'est Border. Ça veut bien dire qu'on est dans la sécurité, dans la biosécurité. Elle me fait les gros yeux, je me suis surpris. La biosécurité. Donc, l'étude des commentaires au pied des articles de Breitbart montre la très forte politisation d'Ebola. On a les thématiques de biosécurité, de complot, de vérité cachée, de défiance vis-à-vis des gouvernements, de haine d'Obama. Donc, là, je vais passer très vite, mais il y en a plein. Voilà. Je vous ai fait là, ici, on vous a fait une sélection. Mais vous voyez là, Obama et son Green Cult veulent diviser par 2 la population américaine. Donc ils ont une visée génocidaire. C'est-à-dire que si Ebola arrive, c'est pas pour rien. C'est pour éliminer une partie de la population américaine. Donc on a des trucs totalement délirants. Donc président Obola, évidemment. Donc ce n'est plus le président Obama, c'est le président Obola. Et d'ailleurs, on va avoir tout un tas de caricatures mettant en scène cette idée que Obama et Ebola, tout ça, c'est pareil. C'est le président Obola. Bon. Et donc, du coup, don't trust the CDC, don't get vaccine. Alors, parce qu'on va évidemment trouver des tas de liens avec tous ces mouvements qui sont en défiance vis-à-vis du mouvement des vaccins. Évidemment, il y a des liens qu'on n'a pas le temps de développer ici. On a enlevé les slides parce qu'on en avait déjà beaucoup trop. Alors, Donald Trump s'est emparé d'Ebola, et là, je dois dire que moi qui suis un peu, qui ai beaucoup suivi la présidentielle américaine, ça m'avait échappé qu'il était si actif avant. Et donc, en reprenant nos corpus, on est trouvé sur Donald Trump, et Donald Trump à fond les gamelles, et le Donald Trump qu'on aime, celui qu'on a l'habitude de voir. Donc, dénonçant sans répit, dès le 1er août 2014, la question d'Ebola, et en faisant un thème couplé avec défense des frontières et dénonciation de l'incompétence, voire du caractère dangereux de Barack Obama comme président des États-Unis. Et vous avez regardé le tout premier tweet dès le 1er août 2014 sur Ebola, il est déjà retweeté 872 fois. Il est déjà leader d'opinion dans sa communauté autour de ces questions.
Et dans ceux qui les suivent, vous avez, vous voyez, Christian, Constitutional, Conservative, Pro-Life, etc. Et vous en avez un gravissime de chez Gravissime, Pizzagate is real. Hein. Pizzagate, je vous rappelle que c'est le grand complot pédophile dans une pizzeria à Washington qui aurait été ourdi par le directeur de campagne d'Hillary Clinton, etc. Hein. Bon. Donc, voilà quelqu'un qui, encore aujourd'hui sur son compte Twitter, dit que Pizzagate est réel. Hein. Donc, bon. Donc, on a vraiment des cas et plus de 40 tweets en 2 mois de Donald Trump pour vraiment marteler. Voilà, jusqu'à plus soif, Donald Trump. Hein. Voilà, stop the flight, no visa from Ebola, des pays d'Ebola, etc., etc. Et il fait d'Ebola à l'époque, dès l'époque, un argument électoral explicite, puisqu'il explique que lors des midterms, il faut voter pour le candidat conservateur et non pas pour le libéral, puisqu'il supporte l'Obamacare et qu'il ne s'oppose pas non plus à la venue de vols en provenance des pays touchés par Ebola. Alors certains s'en rendent compte, hein, voilà, il y a des opposants qui, dès l'époque, hein, disent attention, ils sont en train de politiser Ebola pour c'est vraiment des trous du cul, là, en l'occurrence. D'autres s'en moquent, voilà, la vraie position, c'est le CDC, c'est de la protection, c'est les masques, c'est personnel de santé, et non pas la Billy O'Reilly, qui est un des grands classiques de conservateurs radiophoniques, qu'ils font passer pour des fous, parce que justement, ils n'ont qu'une seule obsession, c'est de fermer les frontières, etc. À partir de là, la machine médiatique se met en branle. Des sites comme Inquisitor publient un sondage. Le sondage dit qu'une majorité d'Américains sont favorables. Alors c'est Donald Trump qui a réussi à convaincre les Américains. Vous voyez, on est déjà dans la célébration de Donald Trump. Donald Trump, évidemment, relaie l'information. Il est invité, du coup, sur Fox News. Là, on n'a pas trop le temps non plus, donc j'irai vite. Mais à ce moment-là de l'interview, il dit c'est incroyable, nous sommes en novembre 2014. Bon, alors mettons que vous soyez, que je sois président des États-Unis. Enfin non, moi ça peut pas arriver. Mais vous, par exemple, vous êtes un nice guy, quoi. Je veux dire indépendant et tout. Vous pourriez devenir président des États-Unis. Et donc, alors qu'est-ce que vous feriez? Vous fermeriez les frontières? Bah évidemment, je fermerais les frontières. C'est un non-sens, c'est ça. Donc vous voyez, on voit tout de suite en novembre 2014 comment ils associent l'idée de fermeture des frontières Ebola à l'idée de construire la présidentialité de Donald Trump. Bon, je passe. Là. Voilà. Le correspondant de Breitbart au Texas, Bob Price, lui, va faire 37 tweets entre le 1er octobre et le 17 novembre 2014 sur Ebola, où il relaye toutes les rumeurs. Il semblerait qu'il y ait un cas. Ah, ben non, finalement, non, ben c'était pas ça. Peu importe, hein, l'essentiel, c'est d'entretenir ce climat anxiogène autour d'Ebola et des cas aux États-Unis. Et il se met à compter le nombre de vols et le nombre de passagers qui viennent chaque jour aux États-Unis en provenance des pays touchés par Ebola. Toujours pour entretenir l'idée, vous voyez la masse de gens grouillantes potentiellement d'Ebola qui débarquent chez nous chaque jour. Bon. Donc, on aboutit du coup à la fabrique d'une fake news. Hein, et on a choisi d'axer sur la contamination par l'air parce qu'elle est très intéressante. Ça fait écho d'ailleurs à ce que vient de dire Jean-Noël Ganassia par rapport au détournement des travaux de la science, hein, qui est un problème très difficile puisque si les scientifiques font part de leurs doutes, eh bien ça peut être utilisé et instrumentalisé ensuite dans un autre contexte. En l'occurrence, vous avez donc le Center for Infectious Disease Research and Policy qui publie sur son site un commentary, comme vous voyez, de 2 spécialistes de l'université de l'Illinois à Chicago. Voilà. 2 spécialistes de santé publique qui sont spécialistes notamment des systèmes de protection des personnels soignants. Et donc il est très écrit explicitement qu'ils sont professeurs à Chicago, donc ils ne sont pas dans le Missouri, et au CIDRAP, et que en plus leurs commentaires reflètent leurs opinions personnelles et donc pas celles du CIDRAP. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent en gros que, je fais très vite, que les body fluids, hein, donc les fluides corporels qui sont contaminateurs, peuvent finalement se cristalliser sous forme de gouttelettes qui peuvent être inhalées. Et donc, attention, la protection par un masque pour les personnels soignants qui sont en lien direct avec des malades, hein, qui les touchent et tout ça, peut ne pas suffire. Il vaut mieux mettre une autre protection plus importante pour les personnels soignants parce qu'ils sont en contact direct avec les malades.
À partir de là, il va y avoir une étape 2 de la fake news. À partir de ce fait réel, on va commencer à traficoter avec la réalité. Un premier article de vulgarisation de ce texte académique laisse entendre que ça vaut pour tout le monde. Ils oublient totalement le contexte d'énonciation de ce document qui est la protection des personnels de santé. Et ça devient, ça peut devenir contaminant par l'air. Donc c'est publié dans un site, j'y reviendrai, le 2 octobre 2014. Pas d'écho, pas de réexploitation. Étape 3, le premier texte donc ne suffit pas, on en republie un, en impliquant cette fois-ci un deuxième mensonge, c'est l'implication du CIDRAP lui-même. CIDRAP, we believe there is scientific evidence. Et en plus, on dit, cette fois-ci, maintenant, il y a des preuves scientifiques. Donc, on donne du crédit scientifique à tout ça. With CIDRAP, vous voyez, on légitime l'article, voilà. Et à partir de cet article, troisième étape, il y a le blanchiment de l'information sale. C'est-à-dire qu'on a commencé à fabriquer de l'information sale, et là, on va la blanchir parce qu'on va la donner dans un contexte médiatique. Et donc, là, en l'occurrence, au hasard, c'est Breitbart qui va être le premier à publier à partir du deuxième article, du deuxième bricolage, on va dire. Et vous voyez, là, il n'y a plus de... le CIDRAP, Ebola, transmissible par l'air. Voilà, là, c'est carré, on ne s'embarrasse plus de nuance aucune. Et évidemment, tout ça est encore avec border. Tout ça, c'est toujours border. Et c'est pas health, c'est pas science, c'est pas machin. On est toujours là. Cinquième étape dans la fabrication de cette fake news, il y a l'utilisation d'un faux compte Twitter très proche d'un compte existant pour donner de la crédibilité au contenu. Vous voyez que l'université du Minnesota, auquel est rattaché le CIDRAP, publie massivement tous les articles, toutes les reprises. On retrouve encore dans le deuxième, la Inquisitor. Donc, on republie massivement, grâce à Twitter, toutes les informations sur le même thème. Sauf que ce n'est pas l'université du Minnesota. Le vrai site de l'université du Minnesota, il est là, et le faux imité, bien imité, mais ce n'est pas le même, c'est celui-là. Malheureusement, ce genre de faux compte Twitter marche puisque un journal local, la Star Tribune, va reprendre à son compte cette fake news en disant, ben voilà, on nous apprend à l'université du Minnesota qu'il y a maintenant, c'est inhalable par l'air. L'étape 7, évidemment, l'alt-right partage avec soin tous ces articles sur des sites qu'ils appellent de réinformation, puisque dans le combat sur l'information, ils ont maintenant une thématique, c'est celle que eux ils réinforment, parce qu'on nous désinforme. Les médias sont là non pas pour nous informer, mais pour nous désinformer. Donc eux, heureusement, ils sont là pour nous réinformer. Avec des rhétoriques bien choisies, des images suggestives. Vous voyez, pour bien faire comprendre que maintenant c'est inhalable par l'air, vous voyez, il a un bon gros nez, avec des bonnes grosses images de virus, encore pour ceux qui n'auraient pas compris. Bon. Et bien sûr, Air France, pays supposé beaucoup s'activer avec l'Afrique, trimballe sur lui la mort, n'est-ce pas, la grande faucheuse, etc., etc. Bien. On passe vite. Les journaux sérieux démentent, y compris The Conversation, journal sérieux s'il en est, pour dire que, ben non, écoutez, tout ça c'est faux. Le CIDRAP dément lui aussi officiellement. Il va, dans son communiqué, dire non seulement que ce n'est pas eux, que ce que leur ont fait dire dans certains sites comme Breitbart et Inquisitor, c'est faux, que le CIDRAP n'a jamais dit que c'était Benjamin, que ces chercheuses sont membres de l'université de Chicago et pas de l'université du Minnesota, que les comptes Twitter sont faux. Bref, ils démontent bien la fake news, mais qu'importe, Breitbart, un an plus tard, ne tient aucun compte de ce démenti, et dans un nouvel article sur Ebola, comme nous l'avions dit l'année dernière, etc. Donc ils se citent eux-mêmes, et donc, j'allais dire, ils revalident leur fake news en se citant eux-mêmes, en donnant l'impression de donner de la légitimité à ce qu'ils disent aujourd'hui. En fait, ils relégitiment ce qu'ils disaient il y a un an, et qui a été débusqué depuis comme étant un gros mensonge. Alors, une fois qu'on a vu ça, on s'est dit, tiens, c'est étonnant, on est presque aux États-Unis 2016, tout ce qu'on a dénoncé sur la campagne de Donald Trump et autres, mais il nous manque les Russes. Et ben, le pire, c'est que les Russes sont là aussi, c'est quand même fou. Et c'est pas complotiste, malheureusement, j'aimerais, mais même pas. En fait, il y a aussi les relais d'influence, parce que le premier site de blog sur lequel sont sortis les deux premiers articles, une fois dans une première version, puis une fois dans une deuxième, c'est Zero Hedge. Et Zero Hedge est un site de syndication de blogs qui est très lié aux intérêts russes. On va le voir très rapidement.
Donc d'abord, c'est un blog économique, en partie anonyme, qui est centré sur Wall Street et le secteur financier, qui revendique jusqu'à 1 million de pages vues au plus fort de son influence. Le ton des articles est très pessimiste, anti-establishment, il dénonce les excès de la société de consommation, il dénonce les spéculations boursières, enfin, etc. Les articles sont anonymes, ils sont signés par Tyler Durden, qui est le nom du personnage incarné par Brad Pitt dans le film culte Fight Club, pour certains, si vous l'avez vu. Film assez nihiliste, très noir, etc. Et en fait, on a découvert depuis, ça est raconté dans les Échos de mai 2016, que c'est dirigé par un Bulgare, là, Daniel Ivandijski, qui a été viré de Wall Street pour délit d'initié. Et donc ce site financier, je le rappelle, c'est d'abord son raison d'être, c'est un site financier, a été très actif sur le sujet d'Ebola. Il a publié, donc, quand on fait ses recherches sur Archive, 563 articles sont recensés comme tagués avec le mot Ebola dans son dossier d'archives. C'est vous dire si, pour un dossier financier, ils ont fait le maximum. Donc il y en a plein, j'en ai donné que quelques exemples ici. Ce site véhicule les valeurs de l'alt-right américaine, le négationnisme climatique, la détestation de l'euro, la dénonciation des médias comme propagande, la dénonciation du nouvel ordre mondial, du rôle suspect de George Soros, forcément suspect puisqu'il est juif, enfin, etc., etc. On va retrouver toutes les thématiques classiques. La dénonciation de l'immigration, comme une menace pour la société américaine également. Voilà, l'Amérique progressiste nous dit qu'au 19e, on a pu accueillir, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire. Mais en fait, tout a changé. Mais bien sûr que c'est pas... maintenant, c'est devenu une menace, etc. Donc, voilà, 70% des Américains pensent que les immigrés illégaux menacent notre mode de vie. Enfin, on a plein d'articles très xénophobes. Ce site a bien sûr activement soutenu la candidature de Donald Trump. Il y a des centaines d'articles qui, dès le début, soutiennent massivement Donald Trump. Bon, voilà, je passe. Et ce site est identifié comme pro-russe depuis très longtemps. On trouve d'abord d'innombrables articles qui épousent la vision stratégique russe, quitte à dénoncer d'ailleurs les États-Unis. L'épreuve de photos aériennes que les États-Unis montrent pour montrer que c'est un missile russe qui a abattu le vol de la Malaysian Airlines autour de l'Ukraine sont dénoncées comme des fabrications dans ce site. Pareil pour l'épreuve sur les armes de destruction massive, les armes chimiques en Syrie, etc., etc. Bon, je passe très rapidement. La note qui a été publiée très longue en 2009 pour démonter toutes les accusations contre l'idée qu'il y aurait un réchauffement climatique sont signées de Andrei Ilarionov, qui était un des anciens ex-conseillers de Poutine. Et ce qui est très intéressant, c'est que Craig Pirrong, qui est un professeur de finance à l'université de Houston, dès le 20 novembre 2014, dénonce en disant mais Zero Hedge, c'est Russia Today en fait. Il le dit très explicitement, il dit mais ça fait 3 ans que j'ai posté un premier post sur mon blog personnel dénonçant les affinités évidentes entre Russia Today et Zero Hedge. Et donc il dit vraiment il n'y a pas de doute possible, ça sert les intérêts russes, et j'ai essayé de vous montrer également qu'il y a tout un tas de textes qui prouvent cela. Alors, on s'était dit on va faire une conclusion, et puis finalement on s'est dit on va ne pas conclure. Pour ne pas conclure, parce qu'on voulait en fait terminer cette présentation en faisant écho au titre, après les 2 points, où allons-nous ? L'enjeu pour nous, c'était de se dire, finalement, à travers ce qu'on vient de regarder sur le passé, qu'est-ce que ça peut nous dire, en quoi ça peut nous aider à réfléchir sur le futur ? On le voit, Ebola a donné lieu aux États-Unis à une instrumentalisation politicienne de la part de l'alt-right, de Breitbart et de Donald Trump en particulier, bien avant les primaires de la présidentielle de 2016, avec le soutien de relais d'influence russophiles. Et donc, on se dit, oui, tiens, en effet, il y a quelque chose qui est de l'ordre du projection 2014 vers 2016. Et finalement, si on retournait la question, puisqu'il y a ce lien entre 2014 et 2016, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre 2016 et la prochaine épidémie? Vous voyez, poser le problème dans l'autre sens. Et là, on se posait la question, du coup, de l'ensemble des méthodes, des relais utilisés pour fabriquer des fake news pendant la campagne présidentielle de 2016. Qu'est-ce que ça donnerait si on les projetait sur, cette fois-ci, une situation sanitaire de type nouvelle grande épidémie mondiale qui inquiète tout le monde?
Et là, effectivement, on peut se poser sérieusement des questions. Il ne s'agit pas de se faire peur pour se faire peur, il s'agit de se poser de sérieuses questions pour anticiper, n'est-ce pas, sur la manière d'essayer d'y répondre. Imaginez ce que le micro-ciblage sur Facebook peut donner dans l'utilisation pour véhiculer des fake news et des rumeurs qui visent à faire peur et à affoler la population à propos d'une contamination possible. On voit bien que Cambridge Analytica a servi à donner à des gens, à des internautes, directement sur leur compte, des messages bien précis. Et bien là, on peut se dire que la même méthode peut servir à balancer des messages anxiogènes, spécialement adaptés au profil psychologique de chacun. Moi, je suis plutôt conspirationniste, moi, je suis plutôt communautariste, moi, je suis plutôt raciste, moi, je suis plutôt ceci, moi, je suis plutôt cela. Et hop, on reçoit le bon message, bien formulé, qui va bien, pour, j'allais dire, vendre, n'est-ce pas, la peur du virus. De même, ces messages ne sont pas accessibles pour le reste de la population, puisqu'on les reçoit directement sur son compte. Ce qui veut dire que ça échappe à cette notion qui est très importante, qui est au fondement de la démocratie, qui est la notion d'espace public. Parce que la notion d'espace public, c'est cette idée qu'à partir du moment où c'est dans le public, tout le monde peut en avoir connaissance, et donc on peut commencer à avoir une disputation autour de la véracité ou pas, autour de l'interprétation des faits. Mais là, on peut se retrouver avec des gens qui reçoivent des choses alors qu'on ne sait pas qu'ils les ont reçus. Et donc, personne ne prend la mesure de la nécessité de lutter contre certains messages, puisqu'on ne sait même pas que ces messages circulent. Voyez. Donc, il y a vraiment une vraie difficulté. Les dérives de la publicité programmatique sont également au menu d'une prochaine... peuvent potentiellement être au menu d'une prochaine épidémie. On sait évaluer désormais que les messages anxiogènes et faux génèrent d'excellents taux de clics, et donc la circulation virale sera aggravée, y compris par la recherche opportuniste de gains financiers. On sait par exemple que pendant la campagne présidentielle de 2016, au moins une centaine de fake news qui ont bien circulé, dont celle qui a le mieux marché, c'est-à-dire le pape appelle à voter pour Donald Trump, eh bien, ont été produits par des étudiants slovènes qui gagnaient de l'argent sur Facebook grâce à ça. Et donc, qui n'étaient absolument pas pro-Trump, ils s'en foutaient éperdument. Ils voulaient juste gagner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, vous avez les travaux de Jonathan Albright de la New York University qui sont passionnants de ce point de vue. Il parle de l'étoile de la mort, il file toute la métaphore de Star Wars, des modèles prédictifs de comportement. Jonathan Albright, il a étudié 114 sites anglophones ayant diffusé massivement des fake news pro-Trump ou anti-Hillary. Et du coup, il aboutit à la conclusion, il parle de machines de micro-propagande d'extrême droite. Parce qu'à un moment, il a eu une idée de génie, je peux le dire, comme c'est pas moi qui l'ai eu, je n'ai pas de difficulté à dire ça. Il dit, bon ben voilà, ça fait maintenant des mois que je me balade sur tous ces sites, je regarde leur contenu, machin, etc. Puis tout d'un coup, il s'est dit, mais au fait, regardons mon ordinateur. Qu'est-ce qu'ils m'ont laissé? À force d'aller me balader chez eux, qu'est-ce qu'ils ont laissé chez moi? Et là, il a regardé, il est affolé. Alors là, il en a des kilos comme ça. J'ai fait une capture écran. Des centaines et des centaines de traceurs et des milliers de cookies. C'est-à-dire que tous ceux chez qui il a été cliqué lui ont laissé en cadeau des petits cookies, des petits traceurs qui permettent après d'observer ce qu'il fait et qui lui permettent également de lui faire recevoir des messages adaptés en fonction d'eux, etc. Donc ça veut dire que quand vous êtes rentré là-dedans, après vous êtes rentré dans un piège parce que même si vous n'allez pas les chercher, ils vont venir à vous grâce aux traceurs et aux cookies, aux ouvertures de fenêtres pop-up, etc., etc. Donc la technologie vous aide à continuer à vous tracer. L'usage massif des bots également pour diffuser les contenus. On a plusieurs études qui ont été menées, celle qui a été publiée dans Nature Communication par exemple, qui montre que par rapport à tous les tweets qu'ils avaient retenus, par rapport à des articles qu'ils considéraient comme des articles de sources venues peu crédibles ou au contraire de sources crédibles, 6% des comptes Twitter retenus pour l'étude sont des robots et ils ont été responsables de 31% des tweets pointant vers des fake news. Donc il y a un effet démultiplicateur des robots. Alors Twitter a annoncé que justement ils allaient lutter contre, qu'ils faisaient attention maintenant. Mais enfin, on voit bien que là aussi, les technologies sont des puissants outils pour diffuser massivement les fake news et que toutes ces technologies sont aussi liées à des savoir-faire et que ces savoir-faire maintenant peuvent se multiplier et donc décupler leurs effets. Ces résultats concordent avec ceux d'une étude de chercheurs
du MIT, publiées en mars 2018 dans Science, hein, qui ont conclu que les fake news, ça a été cité tout à l'heure, voyagent plus loin, plus vite, plus profondément, plus largement que la vérité dans toutes les catégories d'information. Et voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pas le bon slide parce qu'il me manque une dernière photo. Je suis désolé. On voulait terminer sur la photo du film Contagion parce que c'était un film prospectif. Ça a été évoqué. Jean-Pierre n'a pas dit non, mais il l'a évoqué, qui était une espèce de projection un peu fantasmatique. Et puis finalement, on se demande si des fois la fiction et la réalité ne cohabitent pas. Et on voulait terminer sur la même idée. Je vous remercie. J'ai encore 3 minutes de voix, donc c'est bon. Merci. Merci Arnaud. Bah, écoutez, Laetitia, Jean-Gabriel et Arnaud, je vous propose de me rejoindre. Et si vous avez les uns et les autres des questions, on a un petit quart d'heure pour des questions. Oui, une question là-bas. Là-bas et là-bas. Je ne sais pas où sont les micros. Non, mais les micros, voilà, ils arrivent. Non. Attendez. On va faire simple. Attendez, j'arrive. Merci pour votre présentation. Moi, j'aimerais en fait, je me pose une question. Est-ce que vraiment ces personnes-là ne pensent pas vraiment qu'il peut y avoir un problème avec Ebola? Ils ont tout falsifié, on est d'accord, mais est-ce qu'ils le font sans vraiment croire à ce qu'ils disent? Moi, je pense qu'ils le croient en fait, et qu'ils utilisent une manière détournée pour la propager, mais je pense qu'ils la croient. Alors, est-ce qu'on pourrait répondre à ça, Laetitia ou Arnaud? Bon, peut-être pour répondre rapidement, le sujet de la présentation n'était pas tellement la vérité ou pas des informations présentées sur Twitter ou sur Facebook à propos d'Ebola. Hein, donc, ce qui nous intéressait, nous, c'était plutôt comment se fabrique une fake news à partir d'Ebola. Et comme Arnaud l'a bien montré, j'espère, dans les slides, ce qui nous intéressait, c'était deux choses. D'abord, en retournant a posteriori, c'est-à-dire aujourd'hui, en recherchant dans nos bases de données ce qui avait circulé en 2014, 2015, surtout 2014, de voir en quoi Ebola avait peut-être été un terrain de jeu, ou en tout cas un laboratoire d'expérimentation de certaines techniques de fabrication des fake news qui seront utilisées plus largement pendant la campagne américaine. Très certainement, on doit pouvoir faire la même chose, le même exercice sur d'autres thématiques qu'Ebola. Hein. Et ça, ce serait intéressant à faire. Et puis le deuxième objectif, c'était aussi, d'un point de vue cette fois-ci plus prospectif, de se dire, depuis 2016, depuis la campagne, les techniques que l'on connaît maintenant, en cas des prochaines épidémies, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc c'était un peu les deux objectifs de cette présentation. La question n'était pas tellement est-ce que les gens qui consomment ce type de message y croient ou pas. Il est très difficile de savoir. De savoir, en fait, tout simplement pour un chercheur. On ne peut pas, et ça c'est quelque chose sur lequel on s'est beaucoup interrogé d'ailleurs dans une autre partie de notre enquête, on ne peut pas géolocaliser facilement les messages, on ne peut pas avoir accès à leurs auteurs pour les interroger. Ça demanderait ça, de pouvoir vous répondre. Une autre question là-haut? Oui. Oui. Pour moi, ce n'est pas très évident pourquoi on n'a pas de possibilité d'apprendre les adolescents à traiter information des médias et information en général, mais parallèlement, on a plusieurs heures pour les apprendre qu'est-ce que c'est la poésie et comment la lire ou écrire les choses vraiment importantes et populaires. Il y a une différence de traitement des médias officiels et le traitement des publications dans les réseaux sociaux. Les gens ne les traitent pas de la même façon. Les journalistes, selon la politique professionnelle, essaient de diffuser des choses de façon sec et moins émotionnelle possible. Au contraire de cela, dans les réseaux sociaux, selon les statistiques, les gens donnent la préférence aux publications qui causent le plus grand réponse émotionnelle possible. Émotion, oui. Oui, peu importe si une information est vraie ou pas. Oui, c'est en s'appuyant uniquement sur l'intelligence qu'on peut se faire beaucoup d'argent.
Mais pour faire vraiment une grande fortune, il est mieux de s'appuyer sur la stupidité. Et c'est exactement ce que font des producteurs des infovirus pour gagner de l'argent. Et beaucoup d'autres gens aussi. Donc ma question est plutôt aux hommes politiques. Pourquoi, à la place de la poésie, ne pas apprendre les adolescents quelque chose de plus important, à faire une jolie manucure, par exemple? Est-ce que là, quel type d'émotion ça suscite? C'est la peur de l'autre? C'est quoi? Oui, moi, je crois clairement que là, il y a un jeu sur la peur, évidemment. La peur de l'autre, et c'est pour ça qu'on avait, on avait des petits conflits interprétatifs avec Laetitia, parce que moi, je partais sur xénophobie et racisme, au sens, comme par hasard, c'est des pays africains. Et Laetitia de dire, mais que j'avais tort, et je veux bien lui donner raison, en disant, tu sais, c'est plus biosécuritaire parce que c'est tout ce qui est extérieur au corps social qui est considéré comme menaçant, et ça peut très bien être des Français blancs, ça peut être des Européens, enfin, peu importe. C'est pas forcément parce qu'ils sont africains, c'est quoi qu'il arrive, et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour les latinos, etc. Donc, il y a, alors après, est-ce que c'est pas non plus quand même de la xénophobie? Enfin bref, on peut en discuter. Hein. Mais je crois qu'effectivement, c'est la peur de ce qui est de l'inconnu, n'est-ce pas? Mais c'est aussi, c'est pas seulement la volonté de vendre de la peur. C'est aussi quand même la volonté de vendre quelque chose de positif, qui est l'idée d'une unité. C'est de vendre l'idée d'une communauté. Vous voyez, nous défendons un entre-soi. Donc nous défendons, c'est pas seulement le rejet de l'autre, c'est quand même aussi la volonté d'affirmer que nous ne sommes pas comme eux, justement, nous sommes protégés, nous savons nous protéger, nous formons une communauté, enfin bref. Donc ça n'est jamais, très rarement, des émotions négatives, j'allais dire. Il y a aussi quand même une dimension plus positive des choses. Non, je posais la question parce qu'on sait bien que sur les réseaux sociaux ou même sur des sites classiques comme le nôtre, quand on parle, par exemple, de sujets scientifiques sur les espèces invasives, le mot espèce invasive fait cliquer, mais vraiment beaucoup. Donc, mais peut-être vous reprenez, oui. Comme vous voulez. Non, juste pour préciser, c'était pas des vrais. On ne s'est pas disputé. Alors, pardon, voilà, on ne s'est pas disputé. Il y avait racisme, bien sûr, mais pas uniquement. Et ce qu'on a essayé de montrer aussi, c'est que finalement, et Arnaud l'a bien montré avec le mot-clé border qui ressortait systématiquement, c'est que si en effet Ebola était un terrain de jeu pour la fabrique des fake news et des méthodes qui seront utilisées 2 ans plus tard pendant la campagne américaine, bien évidemment, le thème du mur et donc de la sécurité du territoire américain était déjà présent très fortement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas couplé de racisme, mais ce n'était pas que une question de racisme. Jean-Gabriel Ganassia. 2 choses. Bon, d'abord, qu'il y ait des controverses, c'est pas du tout négatif. Hein. Et ce sont pas des disputes, hein. Ce sont des discussions qui sont vraiment saines entre scientifiques. Alors, la question de la formation, bien sûr, est tout à fait essentielle. Est-ce qu'on doit avoir une formation spécifique aux nouveaux médias ou est-ce qu'il faut une formation classique? Il y a quelques mois, j'ai participé à un groupe de travail lancé par le ministère de l'Éducation nationale pour définir les programmes d'éducation des élèves en classe de seconde pour les former au numérique. Et là, l'idée, c'était qu'en 1h30 par semaine, on devait les former. Alors, je vais vous dire, hein, il y avait ce qu'est l'informatique, ce qu'est l'Internet, ce qu'est le web, ce que sont les médias sociaux, ce que sont les moteurs de recherche, ce qu'est la photographie numérique. Tout ça, vous voyez, hein, et puis j'en passe encore. Donc, vous voyez, c'est beaucoup trop chargé et c'est extrêmement difficile. Et qui plus est, on ne sait pas quels seront les enseignants, et donc on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on pourra former les gens aux médias numériques, médias qui sont nouveaux et qui nous surprennent tout le temps. Hein, qui aurait imaginé, il y a quelques années, hein, qu'on préférerait un média en 140 caractères, alors qu'on pouvait écrire des mails ou écrire des blogs, hein, et que ça serait le média favori des hommes les plus puissants du monde. Hein. Donc, vous voyez, ce sont, je crois, des évolutions qui nous surprennent. Alors, deuxième point sur la poésie. Moi, je crois qu'elle est tout à fait essentielle à la formation. Et je vous prie de m'excuser, mais j'ai cité Paul Valéry, qui est quand même un grand poète. Hein, et je crois que justement, c'est peut-être par ces études classiques
qu'on formera des esprits qui seront capables de décoder et de décrypter les malhonnêtetés qui se trouvent dans les messages. Et donc, je crois que non, la poésie est utile. Je la défends. Je vous prie de m'en excuser. Arnaud ? Je voudrais compléter la première partie de la réponse sur la formation. Il faut bien prendre conscience d'une chose. Moi, je l'ai éprouvé en créant une licence professionnelle de web journalisme, où j'ai dit, voilà, on va former des journalistes entièrement dédiés au web. Donc, j'ai ouvert ça en 2009. Le vrai défi, et c'est ce que j'explique à mes étudiants en journalisme, enfin, ce que j'expliquais parce que je ne suis plus responsable, c'est que on leur donne pas, avec le web, enfin avec le numérique, on ne peut pas leur donner des recettes clés en main. Je leur ai toujours dit, vous savez, c'est pas un truc, vous avez appris ça à l'école, puis dans 30 ans, vous continuerez, ce sera la routine, etc. La vraie difficulté, c'est que c'est un univers de changement permanent. Voilà. Et donc, la vraie difficulté, c'est qu'il faut rentrer dans une logique où en fait, c'est pas des compétences en termes de stock que vous apprenez une fois pour toutes et puis après vous allez appliquer. Il faut surtout leur faire acquérir des états d'esprit. Moi, c'est ce que je rappelle. Je leur disais, il faut que vous venez ici pour acquérir des agilités numériques. C'est-à-dire, il faut être agile, souple, adaptatif. Et il faut, par exemple, alors là où je pense qu'il y a une mission, mais fondatrice, de tout système scolaire, quel qu'il soit, quel que soit le niveau. Enfin, bon, pour l'école primaire, c'est peut-être un peu délicat, mais à partir du collège au moins, il faut leur faire acquérir la culture de la veille. Parce qu'il faut être en veille permanente sur les évolutions et les changements et les transformations du monde. Il faut les accompagner là-dedans pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs du changement qu'ils sont en train de subir. Parce que, moi, je prends un exemple très simple. Je dis à mes étudiants, voilà, on introduit un cours de tweet journalisme. Bon, voilà. J'en dis, mais attention, hein, dans 10 ans, ça se trouve, Twitter, ça n'existera plus, ça sera tombé en désuétude. Oui, et ça sera Schrug. Hein, et voilà, il faudra faire du Schrug journalisme. Qu'est-ce que c'est Schrug? Je ne sais pas, ça n'existe pas encore. Mais voilà. Donc, vous voyez la difficulté. Je veux dire, l'objectif que vous assignez à travers votre question me paraît éminemment désirable. Ça a d'ailleurs été dit par Divina Fromex, par exemple, etc. Mais je pense que c'est pas aussi simple que de simplement dire ce que dans la commission là, il faut apprendre les datas, le machin, le truc et le bidule. La vraie difficulté aussi, c'est qu'il faut apprendre un état d'esprit, une agilité numérique dans un univers extrêmement mouvant, pardon. Et ça, c'est pas simple du tout. Arnaud, on va avoir un témoignage. Ça marche. Oui, ça marche. Voilà, bon alors donc je connais Monsieur Mercier, il est venu intervenir dans notre établissement. Alors voilà, je suis professeur documentaliste. Justement, ce matin, on a parlé des professeurs documentalistes qui sont les médiateurs, ceux qui ont mis en place surtout l'éducation aux médias dans les établissements scolaires. On pourrait dire que c'est les pionniers depuis plus de 20 ans. Et moi, je suis persuadée, comme beaucoup, peut-être qu'il y a d'autres professeurs documentalistes dans la salle, de l'éducation aux médias dans les établissements scolaires. Alors, nous, notre exemple, c'est donc un établissement à Paris. Nous avons créé, avec mon collègue qui est à mes côtés, professeur d'histoire-géographie, donc ce qui veut dire aussi qu'il existe des partenariats entre disciplines, eh bien une classe média dans le cadre de l'enseignement, d'un enseignement d'exploration en classe de seconde. Donc nous éduquons aux médias, c'est-à-dire que les élèves explorent le monde des médias et nous pensons que c'est absolument indispensable. Parce que bon, on développe leur esprit critique, ils écrivent des articles, hein, il y a des échanges en classe, et dans notre établissement, nous avons même en collège, dans la partie collège, puisque nous sommes une cité scolaire, nous avons également un atelier journal donc en collège interniveau, c'est-à-dire de la 6e à la 3e, ce qui fait que nous essayons de faire un pont entre le collège et le lycée. Alors malheureusement, ce type d'expérience n'est pas développé comme le voudrait aussi Divina Frog, hein, et moi-même, et plein de professeurs documentalistes et d'enseignants. Et ce qui est quand même lamentable, c'est que la réforme des lycées qui arrive, eh bien, va supprimer tous ces projets-là,
En tout cas, il faudra se débrouiller pour essayer d'attribuer des heures à l'éducation aux médias, alors qu'il y a ce colloque qui dit qu'il faut absolument, qui préconise cette éducation, en tout cas. Tous les sites, quels qu'ils soient, même les sites de médias comme France TV, l'AFP, enfin, tout le monde parle d'éducation aux médias, mais dans les faits, eh bien, on ne donne pas les moyens pour cela. Et pourtant, c'est un défi très important d'utilité publique et qui serait un rempart à justement tout ce qui nous arrive maintenant. Voilà. On l'a bien vu. D'ailleurs, moi je voudrais, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, tirer un coup de chapeau à cette étude, l'étude qui a été présentée là, parce que là, on a plongé dans le système. On avait beaucoup parlé de fake news depuis hier, et là on a plongé dans le système, on a vu comment ça se fabriquait, et on a vu, il me semble, un point important que vous soulignez à la fin, qui est que ça ne cesse de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les robots, avec le ciblage, avec des méthodes, ça serait encore plus efficace, entre guillemets. Merci à tous.